bienvenue et merci à toutes et tous pour votre présence sur cet atelier transition ESSEC Alumni. 1 heure pour comprendre et s'adapter au volet social de la CSRD avec Florie Alné, Exec Master 2014 et Lena Arikiopoulos Cordova. Merci et je vous passe la main. Merci beaucoup Florie et Lena. Merci Sonia. Du coup, on va passer direct à l'introduction et on se présentera un peu au milieu de l'introduction et je vais vous expliquer pourquoi on fait cette démarche un peu bizarre. Donc, merci à toutes et tous d'être là. On est ravis de pouvoir avoir ce moment d'échange avec vous. Alors, 1 heure pour comprendre et s'adapter au volet social de la CSRD. On peut peut-être passer direct à la une, si tu veux bien, Florie, merci. Alors, la CSRD, on en parle beaucoup. C'est un sujet qui reste complexe dans la tête de nombreuses personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été initié avec un objectif de rentrer dans le pacte vert, hein, donc dans le Green Deal européen, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Et l'objectif de la Commission européenne, c'est d'accélérer finalement la transition des modèles d'affaires des entreprises vers des modèles d'affaires plus durables. Et du coup, ils sont passés par le reporting. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets qui préoccupent et en même temps intéressent un certain nombre de personnes et de personnes morales également, évidemment. Alors, CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, ou en français, la directive sur les rapports de développement durable des entreprises. Euh, Elle prend effet officiellement le 1er janvier 2025, mais elle a un calendrier progressif que vous connaissez peut-être et ne concernera pas toutes les entreprises dès le départ, mais au global, aujourd'hui, il y a 50 000 à peu près entreprises qui seront concernées par cette directive et on viendra un peu sur le détail après. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises qui ne sont pas encore prêtes sur le sujet ou qui se disent, en tout cas, pas du tout préparées. Alors, on peut passer à la suivante, s'il te plaît. Alors, nous, aujourd'hui, euh, on n'est pas là pour vous expliquer tous les méandres de la CSRD, ça prendrait bien plus d'1 heure. Et l'opportunité qu'on y a vue et la manière avec laquelle on l'a abordé avec Sounia et Florie, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on peut finalement utiliser quelque chose qui est réglementaire et obligatoire pour transformer finalement nos entreprises de l'intérieur et essayer d'utiliser ça pour aller vers un développement de la RSE plus intense dans nos entreprises et dans nos organisations. Et du coup, voir ça plutôt comme une opportunité et voir comment est-ce qu'on peut utiliser les outils existants et qui sont plus abordables, plus facilement abordables, comme les normes ISO volontaires, par exemple, pour répondre à cette question. Et essayer de travailler du coup collectivement sur ces sujets-là, puisque c'est quand même le principe fondamental et je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Alors du coup, ce webinaire, on le présente sous 3 volets. Florie, je veux bien. Ah bah voilà, parfait. Donc, un petit moment pour comprendre les attentes et les principes de la CSRD, quand même, rapidement, mais quand même. Et puis ensuite, vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser les normes volontaires et l'intelligence collective pour faire la fameuse analyse de double matérialité dont je vous parlerai tout à l'heure. Et un petit exemple au travers de l'ISO 53800, qui est une norme que vous connaissez peut-être pas, qui est une norme assez récente sur l'égalité entre les femmes et les hommes et l'empouvoirment des femmes. Voilà, ça c'est le programme. Alors maintenant, on se présente rapidement. Donc moi, je suis Lena Arikopoulos Cordova, je suis ingénieure de formation. J'ai passé 25 ans sur des grands travaux d'infrastructure en France et à l'international. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait un petit passage à Sciences Po en 2020
sur les transitions justement et les enjeux des dirigeants du 21e siècle. Et aujourd'hui, j'accompagne les organisations dans leur développement opérationnel, dans le change management, via l'amélioration continue, la RSE et l'égalité professionnelle, d'où ma présence ici. Laurie, je Merci te passe Léna. là. Et donc, moi, je suis Floriane, je suis ingénieure aussi de formation, centralienne de Lille. J'ai travaillé 20 ans en finance d'entreprise sur des métiers d'analyse de rentabilité et de contrôle de gestion. Je me suis donc formée à l'ESSEC en 2014 en gestion financière et contrôle. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans la mise en place de la stratégie diversité, équité et inclusion. J'accompagne aussi un focus particulier sur la mesure, le suivi des actions du volet social de l'ESG. J'ai une expertise sur les questions d'inclusion LGBT et en neurodiversité, et je suis aussi donc coach facilitatrice en intelligence collective, et j'ai contribué à l'écriture d'un livre sur le sujet. Donc moi, ce que je vous propose pour avancer, c'est de voir, souvent la CSRD, c'est un sujet qu'on considère d'un aspect vraiment technique, ces questions ESG, normes, comptabilité, double matérialité, etc. Et ma question en tant que facilitatrice en intelligence collective, c'est de voir aussi émotionnellement, en fait, comment ça se passe pour vous. Parce que pour moi, il n'y a pas uniquement le sujet de la technique, voilà, de l'aspect intellectuel, mais j'ai envie de vous proposer de descendre au niveau émotionnel et donc de me dire émotionnellement, ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous sentez absolument serein à l'idée d'aborder la CSRD ou, à contrario, peut-être un peu d'appréhension, peut-être un petit peu d'ennui, peut-être de la contrariété. Donc, je vais euh, mettre de côté cette émotion enfin, cette roue des émotions que vous connaissez peut-être déjà pour le moment, pour vous proposer de basculer sur WooClap. Donc, vous avez un QR code à scanner avec ce téléphone pour vous connecter. Donc, soit ça, soit Sounia va partager avec vous le lien dans le chat. Donc, vous pouvez vous connecter, puis je vais voir le nombre de personnes connectées là qui s'affiche en bas à droite. Euh, S'il y a des questions ou si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez nous le dire. Voilà, je vais attendre que vous soyez bien connectés. Quelques secondes encore. Ok, je vois 26, 27. Nous sommes 46 au total. Encore, allez, 10 secondes. Je vais vous inviter en intro un peu de cet atelier pour vous, de me dire, en fait, quand on parle de CSRD, ESRS, alors je laisse volontairement les acronymes ESG, quels sont les mots et les émotions qui vous viennent? Donc là, on est en mode nuage de mots, donc vous avez une petite case sur votre téléphone ou sur l'écran pour y répondre. On va voir, et vous pouvez répondre plusieurs fois. Alors, basculer sur le nuage de mots. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Je vois transition, en gros, je vois espoir, je vois curiosité, environnement, je vois conformité, durabilité, angoisse administrative, ok, ouais, il y a de l'angoisse, je vois bullshit aussi, euh, complexité, responsabilité, administratif, ça revient plusieurs fois. Et en même temps, opportunité, inclusion, progrès social.
curiosité, du positif, bien-être de la société, OK, solidaire, ça bouge encore un peu. Donc voilà, des mots qui sont à la fois dans des choses positives, de l'espoir, de l'opportunité, et de la curiosité. Et puis, d'autres mots, sur, voilà, il y a du stress, il y a aille, une montagne, bullshit, voilà, donc on est un peu sur tout le panel des émotions. OK, eh bien merci, on va passer à la suite, de la conférence. Donc moi, pour cet atelier, en tant que facilitatrice, je vais vous proposer de mettre en place un cadre. Alors, vous avez peut-être l'habitude qu'on mette ça en place, qui est le cadre de l'intelligence collective. À la fois, je vous propose de faire preuve de bienveillance, de confidentialité. Ce qui se dit ici reste pas à répéter. Alors, c'est enregistré, donc voilà, vous pouvez mentionner des exemples, mais s'il y a une confidentialité au niveau de votre structure, conservez-la. Et puis ensuite, ce triangle de l'intelligence collective, je vous invite à parler en jeu, donc parler vraiment de ce qui vous concerne, de dire l'important. Et l'important, c'est que peut-être comment dire, ce qui vous concerne aujourd'hui, ce qui vous tiraille, ce qui vous met en colère, ce qui vous angoisse, c'est peut-être pour vous et pas pour tout le monde. Et du coup, on aura vraiment un temps d'échange à la fin pour dire, en fait, moi, je suis concernée à ce niveau-là et peut-être c'est intéressant de le partager. Et puis, je vous invite à écouter pour apprendre. Donc on va partager beaucoup d'éléments, on va pas forcément pouvoir tout dire, mais voilà, on partage au maximum, ce qu'on peut pour vous permettre d'avancer sur ce sujet de la CSRD. Voilà pour cette, intro d'intelligence collective et Léna, je te repasse la main. Merci, Florie. Alors, on va rentrer un peu dans quelques petites diapos que je vais passer un peu vite, mais que vous aurez de toute façon avec le support et sur lesquels aussi, si vous avez des questions supplémentaires, on pourra répondre parce que, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est pas forcément de tout apprendre sur la CSRD en 1 heure. Donc, je m'attarderai sur 2 des 4-5 diapos que je vais vous passer là. Là, c'est juste histoire de comprendre que la CSRD fait partie d'un arsenal législatif réglementaire un peu complexe au niveau de l'Europe et qui contient trois grands chapitres. La directive CSRD en elle-même, qui vient remplacer la NFRD que peut-être vous connaissez déjà, la Non-Financial Reporting Directive, qui existe depuis 2014 et qui concerne aujourd'hui à peu près 11 700 entreprises en Europe et à peu près 2500 de mémoire en France, alors que la CSRD aujourd'hui va concerner à peu près 50 000 en Europe et 6 000 en France. Le règlement de la taxonomie qui, lui, liste les activités économiques qui sont compatibles avec les ambitions européennes sur le développement durable ou sur les activités en transition. Et puis le règlement SFDR, pardon, les sigles, je les aime pas non plus, Sustainable Finance Disclosure Reporting, qui lui vient définir les obligations de transparence pour les acteurs financiers. 2 objectifs, inciter les entreprises à se questionner sur la durabilité de leur modèle d'affaires et harmoniser le contenu des rapports de durabilité, a priori, pour avoir des données fiables d'une part et pour lutter contre le social et le greenwashing d'autre part. On verra si ça marche ou pas. Voilà, alors on va s'attarder un peu sur cette histoire de double matérialité parce que c'est ce qui fait la différence essentielle quand même aujourd'hui de la CSRD Oui. et le principe fondamental. Donc, la double matérialité, c'est quoi? C'est que concrètement, on va devoir, les entreprises vont devoir mesurer et s'interroger en même temps et de manière, en tout cas, qui se répond à une matérialité dite d'impact ou outside in, c'est-à-dire les incidences de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, l'économie, les personnes, la société, pardon, pas l'économie, l'environnement, les personnes, la société, avec
l'importance finalement du point de vue de l'incidence. Dans la CSRD, incidence égale impact. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la matérialité d'impact. On regarde ce que nous, entreprises, on a comme effet sur la société, l'environnement, les personnes. Et la matérialité financière, donc le inside out, qui est un peu à l'envers, l'impact que les questions sociales et environnementales sur les opportunités a sur les risques et opportunités financières de l'entreprise. Si on donne des petits exemples pour être un peu plus concret, pardon, je regarde mes notes en même temps. Par exemple, si aujourd'hui vous fabriquez des éoliennes et que vous faites votre matérialité d'impact outside in, vous allez avoir des impacts positifs parce que vous allez travailler vous générer un impact positif sur la transition énergétique. Mais en revanche, vous allez générer un impact négatif sur, par exemple, la pollution des cours d'eau parce que comment dire, les sites industriels qui vont être produits ou les fondations vont gérer aussi des impacts négatifs. Et à l'envers, si vous êtes aujourd'hui, si vous travaillez dans cette catégorie-là, eh bien, vous allez peut-être vous poser des questions sur quel est l'impact que je vais y arriver, la montée d'eau des océans peut avoir sur vos fondations et donc sur l'activité en elle-même et donc sur votre performance financière. Bon, c'est un tout petit exemple, mais c'est pour vous montrer que cette analyse de double matérialité, c'est des analyses de impact, risque et opportunité à tous les niveaux et de manière systématique. Alors, qui est concerné par la CSRD? Je pense que vous pourrez le lire dans les diapos par la suite, hein. Ça concerne toutes les entreprises cotées, ça concerne les grandes entreprises, cotées ou non, qui ont plus de 250 salariés ou plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Mais vous retrouverez tout ça. Et également, il y a un calendrier qui est un calendrier progressif. Et donc tout le monde n'est pas concerné en même temps et en l'occurrence, ce 1er janvier 2025 ne sont concernées que les entreprises heu qui étaient déjà soumises au reporting NFRD. Voilà, je passe un peu rapidement là-dessus et pour vous parler un peu du contexte et ce contexte, c'est les fameuses 12 normes, enfin la manière de faire le reporting. Les fameuses 12 normes préparées par l'EFRAG, donc l'EFRAG, c'est le European Financial Reporting Advisory Group. C'est un groupe consultatif qui a développé cet ensemble de normes et qui continue. Et ces normes structurent le reporting de durabilité. Alors, il y a 4 grandes catégories. Il y a les normes transverses auxquelles tout le monde doit répondre, le SRS 1 et le CRS 2. Puis des normes environnementales, des normes sociales et une norme de gouvernance pour l'instant. Les normes, ces normes aujourd'hui ne sont pas toutes obligatoires. Celles qui sont obligatoires sont l'ESRS 1 et l'ESRS 2 et spécifiquement l'ESRS 2 parce que l'ESRS 1, ce sont des exigences générales et donc il n'y a pas vraiment de choses à répondre. Par contre, cette norme explique la double matérialité et elle explique la manière avec laquelle on devra répondre, faire le reporting. Et ensuite, il y a ce qui est important de retenir aussi, c'est que ces normes imposent que les informations ESG, environnementale, sociale et gouvernance, soient réparties systématiquement sous 4 niveaux. Donc, parfois on dit 3 parce qu'il y a beaucoup de cas où on relie la gouvernance et la stratégie ensemble. Donc, un niveau gouvernance, un niveau stratégie, un niveau gestion des impacts, risques et opportunités, et puis des indicateurs et objectifs ou des métriques, autrement dit. Et donc, cette structuration, en fait, c'est ce qui rend complexe aujourd'hui, il faut pas se mentir, cette directive. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a d'autres normes qui seront progressivement adoptées,
qui sont sectorielles ou spécifiques pour les PME. Enfin, il y a tout un panel qui vient derrière. Et aujourd'hui, il y a énormément d'explications sur le sujet. Et l'EFRAG lui-même a publié comment ça s'appelle, un guide méthodologique pour aider à ce reporting. Alors, comment passer à l'action? Donc, il y a une première étape qui est celle que vous êtes en train de faire, qui est de se familiariser avec les textes de la CSRD et les différentes normes ESRS. La deuxième étape, c'est se pencher sur le sujet de la gouvernance. Comment dire, les sujets RSE, souvent, sont cantonnés à un département, le département RSE. Et la CSRD, finalement, avec sa mise en place, elle implique le décloisonnement de ces thématiques. C'est-à-dire que les différentes entités, les différentes unités, différentes BU doivent se trouver impliquées dans la mise en place de ce rapport CSRD. Il s'agit du décloisonnement et d'un engagement des parties prenantes. La troisième étape, c'est d'identifier et de réaliser son analyse de double matérialité, donc ce qui donnera les informations à fournir en plus des informations obligatoires, et puis enfin de structurer et organiser la collecte de données, puisqu'on a vu qu'il y a des métriques, des indicateurs à mettre en place. Donc, pour publier la CSRD, ça implique de faire un diagnostic du reporting existant, s'il existe, de mettre en place une méthodologie robuste, répétable, et de former et sensibiliser ses équipes. Donc, pour voir là où vous en êtes, je vais à nouveau basculer sur le WooClap et vous poser une question suivante. Donc, à votre avis, quelles sont les personnes à impliquer dans la mise en place de la norme CSRD? Je vous invite à nouveau à vous saisir du WooClap. Et puis pour les personnes qui sont arrivées entre-temps, vous pouvez nous rejoindre sur WooClap avec le code qui est indiqué en haut. Là, je vois que vos réponses sont en train d'arriver. Donc, la direction arrive en tête avec autres. Pour les personnes qui répondent autres, est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce que vous voyez dans ce autre? Je vois que la direction, ouais, pour 9 personnes sur 21 répondants, la RSE, 14%, et, et autres à 30%, donc achat, procurement, logistique notamment, tout le monde. Effectivement. Marie-Odile me dit une seule réponse possible. J'aurais voulu cocher toutes. Et effectivement, c'est aussi bonne réponse, quoi. Tout le monde peut, voire doit être impliqué dans la CSRD. Donc ensuite, je vous propose de passer à la question suivante. Pour vous, en tant que personne en entreprise, quel est votre calendrier de publication? Alors, si vous ne savez pas, quand ou même si vous êtes impliqué, si vous devez publier en norme CSRD, vous pouvez répondre en bas. Donc voilà, il y a des personnes parmi vous qui sont concernées assez rapidement pour le 1er janvier 2026, donc c'est dans 15 mois. Ensuite, 2 personnes pour le 1er janvier 2028 et puis 8 personnes sur les 14 répondants qui ne savent pas pour l'instant. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres réponses?
une personne, une entreprise qui a déjà publié, donc des personnes qui ne sont pas concernées par le calendrier pour l'instant. OK, donc parmi vous, une bonne moitié qui ne sait pas. On pourra explorer ça ensemble. 3 personnes qui ont déjà publié, 4 pour 2026 et 2 pour 2028. OK. Donc, surtout une interrogation sur est-ce que je suis concernée en fait? Où en êtes-vous actuellement? Est-ce que vous êtes dans une entreprise qui est déjà labellisée, quel que soit le label? Est-ce que vous ne savez pas par où commencer? Vous avez identifié les parties prenantes pour mettre en place la CSRD? Vous avez déjà construit un plan d'action? Est-ce que vous avez déjà réalisé votre analyse de double matérialité? Et puis, dernière étape, est-ce que vous avez réalisé le diagnostic du reporting existant? Je vois qu'il y a déjà 4 entreprises, 4 personnes qui sont déjà labellisées, donc c'est une bonne, enfin, c'est une première étape qui permet d'avancer plus vite. 3 personnes qui ne savent pas par où commencer. Alors, je vous invite vraiment à être, enfin, je veux dire, le WooClap est totalement anonyme, donc vous n'êtes pas identifié sur les personnes qui ne savent pas par où commencer. L'objectif, c'est juste de voir, finalement, sur les 50 personnes connectées, là où vous en êtes, quoi, très honnêtement. Euh, 2 personnes qui nous disent qu'elles ont identifié les parties prenantes et que 2 autres qui ont déjà identifié, déjà réalisé l'analyse de double matérialité. OK, est-ce qu'il y a d'autres, réponses qui arrivent ou, sinon je vais avancer. Hem et donc, dernière question pour cette petite session WooClap. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Alors de l'accompagnement, OK, aucun besoin. Me former, identifier les indicateurs existants, de la formation pratique, un aperçu des contraintes, des attentes et des contraintes pour conseiller mes clients. Plus de précision sur les indicateurs à publier. OK, je crois que vous pouvez aussi liker des réponses qui sont déjà, publiées. Comprendre les données CSRD autres qu'environnementales. Oui, c'est bien pour ça qu'on est là, sur l'aspect social. On va en partager, en dire un petit peu plus, ensuite. De la formation. Voilà, donc il y a à la fois de l'accompagnement, de la formation pratique, de la compréhension, comprendre le volet social car je suis impliquée dans un groupe de travail interne lié aux collaborateurs. OK, on va approfondir ça. Une marque circulaire B2B, voire régénérative et je voudrais comprendre comment cela est un asset pour des entreprises qui doivent faire leur reporting. OK. Je vous propose de rebasculer sur les apports. Heu, voilà ce qu'on souhaite vous partager. Léna, je te repasse la main. Ouais, merci, Florie et merci à toutes et tous pour vos réponses. Alors, on va essayer de répondre à certaines d'entre elles, peut-être pas tout, mais on pourra discuter aussi par la suite. Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est que, ce qui était intéressant, c'est de prendre un peu le problème à l'envers finalement et de se dire: «OK, soit je remplis un reporting, CSRD, parce que c'est un truc, qu'il faut faire et c'est un peu chiant, mais je vais, rentrer dans le reporting. Soit, et ben, en fait, je j'utilise ce que j'ai déjà ou si je ne l'ai pas, je prends une méthodologie pour l'utiliser pour, mettre en place finalement une démarche, RSE donc qui va, elle, structurer le reporting et utiliser les sortants de ma démarche pour
aller remplir mon reporting et voir comment ça se passe. Donc, partir de ce que j'ai. Et partir de ce que j'ai, eh bien, ça tombe bien parce que aujourd'hui, alors il y en a d'autres, hein, mais il y a l'ISO 26000 que vous connaissez peut-être, qui a plus de 10 ans maintenant, qui est la norme volontaire de l'ISO sur la RSE, apporte justement une structuration de la stratégie RSE via la gouvernance et la stratégie, un déploiement de de la démarche via la gestion des incidences, des risques, des opportunités, et une mesure des résultats dans son approche. Et ça permet, en la mettant en place, de répondre au reporting. Alors, je vous passe et puis oui, un sujet important, bah, je vais y revenir, c'est pas grave, voilà. Alors ce tableau-là, c'est un tableau qui est extrait d'un livre blanc qu'a sorti l'AFNOR il y a pas très longtemps, qui justement, montre comment dire? Le rapport entre le label, engagé RSE et le reporting de durabilité. Mais vous pouvez faire, la même chose avec, les labels, Bicorp, ou EcoVadis ou n'importe lequel de ces labels. En réalité, leur approche est quand même assez proche, et c'est ces approches-là qui permettent aujourd'hui de se dire: «Bah, il y a des liens directs sur les réponses». Donc par exemple, bah, on identifie, que la gouvernance, ça aide, enfin le chapitre, les 7 piliers de l'ISO de 26000, qui sont la gouvernance, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques et les questions relatives aux consommateurs et les communautés, ou le local, permettent, eh ben, de répondre à, spécifiquement à certaines des ESRS. Et ben, avec cette analyse un peu, matérielle du coup, eh ben, ça vous permet de faire le reporting, mais en ayant travaillé finalement en amont. Et merci Florie de passer à la suite, s'il te plaît. Voilà. Et alors, pourquoi c'est intéressant de travailler avec cette logique avec ces normes-là? C'est parce que elles sont bâties sur une logique d'amélioration continue. Et donc, ce qui va vous permettre de comprendre, mettre en place des démarches qui sont cohérentes, qui partent de de ce qui existe dans l'entreprise, de vérifier finalement, avec le concept PDCA. Je ne sais pas si vous connaissez le PDCA, c'est le Plan, Do, Check, Act, de l'amélioration continue, qui dit que finalement chaque sujet, on identifie des critères et puis on le planifie, on le déploie, on l'évalue et puis on le revoit, et de manière à s'améliorer continuellement. Et en prenant chacun des critères, eh bien, on peut commencer à travailler sur une logique qui est une logique constructive, une logique progressive et une logique qui fonctionne avec, justement, de l'intelligence collective, puisque le fonctionnement le plus propice, c'est celui qui va mettre les différentes parties prenantes autour de la même table pour pouvoir discuter de ces sujets. Et ces normes-là, elles démarrent logiquement par l'identification des parties prenantes, qui est le sujet numéro un de la RSE et le sujet numéro un également de la double matérialité. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de, regarder un peu après, justement, un peu comment est-ce qu'on peut faire ça, par exemple, sur, comment utiliser finalement une démarche d'égalité femmes-hommes pour répondre à une partie du volet social de la CSRD. Mais avant, on va vous parler un peu d'intelligence collective et du coup, Florie, à toi. Merci Léna. Et donc l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est? Bah, l'intelligence collective, c'est, comme tu le disais Léna, se mettre ensemble autour de la table, échanger, construire ensemble. L'idée, on s'appuie sur ce proverbe d'Afrique qui dit que seul on va plus vite, ok, mais ensemble on va plus loin. Et là, typiquement, la CSRD, ces nouvelles normes, eh bien, on a un sujet complexe, un sujet, alors cette question de la transition ESG, c'est incertain, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'impact environnemental est conséquent du changement climatique. On observe aussi les impacts sur nos environnements, sur la biodiversité. Il y a aussi sur le volet social, finalement, tous les impacts d'inclusion, de diversité, d'empouvoirment des femmes, de la place accordée dans les organisations par des personnes qui ont des profils différents, des histoires différentes, des capacités différentes. Et donc, l'intelligence collective, c'est véritablement un outil
mais aussi comment dire, une perspective globale pour l'entreprise, de pouvoir arriver à naviguer dans l'incertitude en mettant toutes les intelligences et toutes les idées et d'être sensible aux signaux faibles dans l'entreprise, de favoriser l'innovation et la créativité pour se démarquer de la concurrence et d'apprendre ensemble, collectivement, pour acquérir de nouvelles compétences. Donc les avantages de l'intelligence collective, et c'est vraiment comment dire, une facilitation collective que moi je mets en place en tant que facilitatrice, ça permet de développer la co-créativité. Chaque individu peut s'exprimer librement. Les équipes sont plus soudées, plus solidaires. Ça permet aussi de faire tomber un peu des silos entre des équipes qui ne se parlent pas habituellement. On a parlé de la RSE, on a parlé de la finance, on a parlé des RH, et puis les équipes qui sont sur le terrain. Et finalement, les démarches qui sont mises en place avec ces normes environnementales, les labels de certification, mettre en place aussi des dynamiques de solidarité entre les équipes. Et ça, c'est vraiment précieux par les temps qui courent. On a besoin, enfin moi, je suis convaincue que l'intelligence collective et toutes ces démarches de labellisation ESG sont une manière pour les entreprises de créer véritablement du collectif et d'aller plus loin et de savoir s'adapter aussi à des conditions qui sont volatiles, incertaines, comme les acronymes VUCA en sont le reflet. Les individus aussi sont plus impliqués, plus motivés. L'objectif est clair et commun et ça favorise l'esprit d'équipe. Et puis, ça favorise aussi la responsabilité collective vis-à-vis de ces enjeux euh, de, euh, de transformation environnementale et sociale, et responsabilité individuelle, puisque chacun peut s'exprimer et est invité à le faire et que son avis est pris en compte pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, c'est l'intelligence collective. Et, ben, je voulais aussi vous partager ce cycle de la transformation que vous avez peut-être déjà vu passer, cette courbe du changement, parce que vous avez nommé au début certaines émotions. Alors, il peut y avoir voilà, ce moment d'information. C'est un moment que la norme CSRD est publiée, mais peut-être pour certains de vous, il y a un certain voilà, une inquiétude, une colère, de la peur par rapport à voilà, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle armada qu'on doit mettre en place. Et donc, la deuxième phase, c'est un peu la remise en question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les obligations? Comment est-ce qu'on le fait? Et là, on est un peu dans une phase de guidage. Alors, évidemment, le cycle de cette transformation, elle passe aussi par des émotions qui peuvent être fortes, la tristesse, de la dépression, mais en tout cas, bon, je ne sais pas trop comment faire, voilà, difficile. Et puis ensuite, bah, quand on repasse un peu vers la droite, c'est OK, bon, bah, il va falloir qu'on s'y mette. Et du coup, cette remobilisation, mais alors comment je fais? Et nous aussi, notre rôle avec l'ENA, c'est cette idée de vous partager un peu du guidage, de l'encouragement en vous disant, bah, en fait, c'est possible, il y a des clés, vous avez des choses qui existent déjà dans vos structures, vous avez déjà mis en place des normes. Donc, il y a cette expérience que vous avez et sur laquelle nous, on vous invite à vous appuyer. Et puis, il y a cette possibilité vraiment d'aller découvrir du sens à cette mise en place de la norme CSRD. Et donc, vraiment, notre invitation à vous engager dans cette action en y allant le plus tôt possible, en y allant aussi à votre rythme, et petit à petit, en vous mettant dans l'action, en mettant en place des actions dans vos entreprises, c'est ce qui permet aussi de se mettre en mouvement, de sortir de l'immobilisation et donc d'arriver à vraiment capitaliser, développer votre rapport CSRD. Je suis Pardon, convaincue que ça va le faire. on est un Sonia, petit tu vas me dire qu'il faut qu'on avance. Oui. C'est en retard. Voilà, et bah du coup, Léna, je te repasse la main. Allez, merci Florie. Et ben pour comment dire, faire le lien avec ce que Florie vient de dire,
Je vais vous parler un peu de l'ISO 53800, mais je vais vous parler de l'ISO 53800 en vous donnant d'abord un retour d'expérience personnelle. Parce que moi, aujourd'hui, j'accompagne les entreprises sur les thématiques de change management, finalement, via les problématiques qu'ils ont. Donc, certaines entreprises m'appellent pour l'égalité professionnelle, puis certaines m'appellent directement sur la RSE. Mais quel que soit finalement l'enjeu initial, ce que j'observe et ce qui se passe, c'est que en mettant les gens autour de la table et en discutant finalement des pratiques, parce que c'est de ça dont on parle, des pratiques de l'entreprise, eh bien, on vient toucher finalement les valeurs, la gouvernance, la manière avec laquelle les personnes interagissent entre elles, la manière avec laquelle on progresse sur les sujets, la manière avec laquelle on communique auprès de nos clients. Et puis, finalement, eh bien, on observe cette, transformation un peu sur tous les volets en même temps, avec bien sûr un focus, souvent sur, 1 ou 2 thématiques particulières parce que, les sujets de transformation sont des sujets qui sont lents. Enfin, sont des démarches qui sont lentes et il faut accepter aussi cette lenteur. Ça fait partie du processus de formation. Alors l'ISO 53800, c'est quoi? Alors, je vous parle de l'ISO 53800 parce que j'ai fait partie du groupe de travail international, qui a sorti cette norme, en mai dernier, puisqu'elle a été publiée en mai dernier. Donc ce sont les lignes directrices relatives à la promotion et à la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'empouvoirment des femmes, portées par l'AFNOR, en tant que pilote, et la France en tant que pilote sur, cette thématique-là. On était 61 délégations et après 3 ans de travail et un consensus international, on a réussi à sortir un document qui aujourd'hui est un document de bonne pratique. D'accord? C'est un document volontaire qui donne une méthodologie. Alors à quoi il sert? Il sert à surmonter évidemment, son objectif, c'est de surmonter les inégalités qui découlent des rôles genrés qui existent dans la société aujourd'hui à l'international. Il s'applique à toute forme d'organisation, publique, privée, grande, petite, indépendamment de leur, domaine d'activité, indépendamment de leur localisation dans le monde, qu'elles soient en ville ou à la campagne, partout. L'objectif, c'est aussi de lutter contre les discriminations systémiques, bien sûr fondées sur le sexe et notamment sur le lieu du travail, et puis de promouvoir une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, en luttant notamment contre les violences sexistes et sexuelles, et puis de contribuer finalement à un développement durable et centré sur les personnes. On peut passer alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, cette, norme, elle met en place un cadre de référence fiable avec des définitions communes. Parce que, et d'un point de vue pratique, ça nous a pris 1 an rien que là-dessus, de définir les définitions sur lesquelles on était tous d'accord pour dire, qu'est-ce que c'est, finalement l'égalité? Qu'est-ce que c'est, une violence? Qu'est-ce que c'est un agissement sexiste? Qu'est-ce que c'est, le genre? Ne serait-ce que ça, enfin bon, il y avait beaucoup, beaucoup de discussions. Donc on met déjà en place un cadre de référence fiable avec des définitions communes et internationales. Et puis ensuite, c'est surtout des recommandations et une méthodologie qui porte sur 4 domaines d'action. Et c'est là qu'on vient rejoindre, de manière pragmatique et pratique peut-être, ce qui, peut vous servir à nourrir finalement les ESRS de la CSRD. Pourquoi? Parce que la méthodologie, elle est basée sur, l'ISO 9001 ou sur, l'amélioration continue. Elle est basée sur 4 domaines: la dimension interne de l'entreprise, les activités et les investissements de l'organisation, les relations extérieures et la communication interne et externe. Et pour chacune de ces dimensions, on vient identifier les parties prenantes, identifier les impacts que, les activités ont sur les parties prenantes, internes ou externes, identifier quelles sont les activités prioritaires et comment justement le monde externe aussi et du coup cette double matérialité, elle est déjà dans cette norme, comment le monde externe influe sur l'activité de l'entreprise. Et puis, on vient du coup, ensuite identifier des actions prioritaires, mettre en place un plan d'action et mettre en place des métriques pour, pouvoir, assurer du progrès et venir,
et venir eh ben, mesurer finalement régulièrement et refaire des diagnostics pour savoir comment on progresse sur les différentes thématiques. Et la norme elle-même, elle permet à la fois par son contenu et par sa méthode d'exploration ou de travail ou de mise en place de la méthodologie, de mettre en relation et mettre autour de la table, moi j'ai utilisé ce terme tout à l'heure et j'aime bien ce terme, mettre autour de la table finalement toutes les parties de l'entreprise et permettre à des gens qui pourraient se sentir cloisonnés dans un rôle spécifique parce qu'ils sont dans la finance ou parce qu'ils sont dans la RH ou parce qu'ils sont dans la production, d'avoir vraiment un impact spécifique sur un autre sujet qui ne les concerne pas directement, mais qui du coup, en apportant leur expérience, permettent de créer, des réflexions supplémentaires, d'ouvrir la parole et d'aller plus loin, sur l'ensemble des thématiques. Alors, on peut passer après, merci. Alors l'avantage, j'ai un peu commencé. Donc l'avantage, c'est bien le fait qu'on a, une compréhension globale de l'égalité et donc en comprenant globalement l'exemple, et ben, ça permet de mettre en place des sujets de manière très pragmatique sur certaines thématiques, comme, par exemple, je donne un exemple, mais les achats responsables. Et bien, ça qu'est-ce que ça veut dire un achat, sensible au genre? Ça veut dire qu'on va se poser la question à la fois, quand on achète, quelque chose, alors je vais vous parler de ce que je connais très, très bien, mais par exemple dans le BTP, toutes les entreprises aujourd'hui ne se posent pas encore la question, ça vient petit à petit, que quand on achète, des équipements de sécurité, quand on achète beaucoup d'équipements de sécurité, il y ait des équipements de sécurité qui soient spécifiquement adaptées pour les femmes, par exemple, quand elles sont enceintes. Donc c'est très, très basique, mais quand on réfléchit vraiment et qu'on met les acteurs et les actrices autour de la table, on arrive à trouver des sujets sur lesquels on peut progresser collectivement. Heu, ensuite, ça soutient évidemment la construction de culture organisationnelle inclusive. Et heu et puis, je pense qu'on peut permettre effectivement de satisfaire aux obligations légales en avançant un peu sur les sujets. Ce qui est important aussi, c'est qu'on part de collecte, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le sujet fondamental à retenir. C'est un, on met les gens autour de la table. 2, on fait un diagnostic de ce qui existe et on part de collecte et d'analyse de données existantes. On identifie les parties prenantes et ensuite on peut évaluer les impacts à plusieurs. Et vous savez bien, si vous faites des matrices de base de risques et opportunités, comme dans toute entreprise, que même pour qu'on fasse des matrices de risques et opportunités sur de la finance ou sur n'importe quel autre sujet, une matrice de risques et opportunités n'a de sens que s'il y a plusieurs personnes autour de la table, sinon on vient importer dans cette analyse ses craintes et ses peurs et ou son optimisme et on n'est pas forcément objectif. Donc raison de plus sur ces thématiques qui sont un peu plus, spécifiques sur le social, d'être, plusieurs et d'avoir une diversité d'approches et de possibilités. Et Elina, donc oui, on est presque au bout, j'ai une phrase et j'ai fini. Merci, Sonia. Heu ce qui me paraît aussi, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est que vraiment la méthodologie apporte de la réponse pragmatique à la CSRD, mais aussi elle apporte une valorisation, heu, du collectif et de chaque individu sur les actions qu'il va mettre en place et donc un engagement plus important. Et ça, on va vraiment vers, des structures qui sont plus durables dans ce sens-là, en fait, dans l'appartenance dans l'appropriation des sujets. Voilà, merci Sonia. merci beaucoup Léna, désolée. Et ben, merci beaucoup. On a quelques questions, il y en a certaines, on voit que l'intelligence collective a déjà fonctionné là dans le chat où il y a eu des réponses aux premières questions. Donc on avait une question autour du nom d'entreprise,
concernées par la CSRD en France, et donc ça a été précisé, 6 000. Il y avait la question de savoir s'il y avait un fichier source de ces 6 000 entreprises. À ma Ouais. connaissance, non, je ne sais pas si vous avez des éléments par rapport à ça. Je sais pas, mais comme ce sont des données publiques, a priori, ça doit être identifiable. Mais j'avoue que j'ai pas cherché dans les fichiers officiels pour savoir où étaient les entreprises concernées. Oui, ma Ah, ça vient. réaction, là, peut-être pour compléter, c'est que comme on a donné les critères, effectivement, des entreprises concernées selon les Ouais, critères effectifs chiffre d'affaires, on doit pouvoir trouver dans les bases de données, en filtrant sur ces exactement. critères-là, qui est concerné. Oui. Exactement, tout à fait. Mm. Merci Vous y beaucoup. arrivez, je suis intéressée parce que tout le monde dit 6 000, mais personne n'est capable de justifier et on n'arrive pas à trouver les sources de ces infos. Ah, je pourrais retrouver la source des 6 000, je D'accord, pense. Ça, je l'ai vu dans super, des informations merci. officielles. Oui. Euh, Je regarderai. Ouais, moi, la source des 6 000, parce que je l'ai dit aussi, j'ai vu Mm, que après vous l'aviez écrit, mm. elle est disponible sur la source des 6 000, elle est disponible sur je l'ai trouvée sur le site franc. Alors, je ne sais plus quel est le site du gouvernement, mais c'est le site qui décrit la loi Pacte, etc. C'est vraiment C'est écrit partout, mais on n'arrive pas à comprendre, à qui sont les concaténer les 6 000? chiffres, voilà, Ah et à oui, oui, concaténer d'accord. ces chiffres-là. C'est-à-dire que c'est une source qui a été donnée une fois, reprise par tous, mais personne ne comprend comment c'est concaténé. Mais bon, voilà, si vous avez des infos, je suis preneuse. Ok, Le d'accord. MEDEF, peut-être aussi. Ouais. En tout cas, on regardera pour On récupérer regardera. l'information et la transmettre aussi Mm. avec les slides. Il y avait aussi une question intéressante sur les filiales versus les maisons mères. Est-ce que ça nécessite un ou deux reporting? Et donc là, il y avait des subtilités. Donc il y a eu des Alors réponses. ça dépend en fait. C'est horrible comme réponse, je suis désolée, mais ça dépend de la manière avec laquelle vous répondez à l'ESRS 2, qui est l'ESRS obligatoire. Dans certains cas, les maisons mères peuvent porter l'ensemble du sujet et répondre. Mais sinon, ça dépend comment est structurée l'entreprise en termes de gouvernance en réalité. Pour certaines entreprises qui sont totalement indépendantes en termes de budget, par exemple, ou d'autonomie budgétaire, si les filiales sont complètement indépendantes en termes d'autonomie budgétaire, à ce moment-là, elles devront répondre également, si elles rentrent dans les critères. Il faut que la BU rentre dans les critères pour répondre individuellement, sinon c'est que la maison mère qui répond. Très bien, merci beaucoup. Prochaine question, donc c'était sur le fait d'avoir plusieurs activités, multi-activités au sein d'un groupe. Faut-il réaliser une matrice de DM pour chaque activité ou un seul rapport ou plusieurs pour chaque activité? Alors là-dessus, alors moi je suis pas rentrée dans le détail de la CSRD complètement. De ce que j'ai vu chez certains de mes clients qui travaillent sur le sujet, qui sont pas encore là, en fait, c'est pas si directif que ça. Vous pouvez faire votre analyse de double matérialité en une seule matrice, mais dans tous les cas, vous serez obligé de lister l'ensemble de vos activités. Donc, a priori, c'est une seule réponse, mais toutes les activités doivent être listées. Ce que je n'ai pas dit et ce qui est peut-être important aussi de savoir, c'est que la réponse se fait obligatoirement sur une plateforme, européenne qui est, guidée et qui pose problème d'ailleurs à certaines entreprises qui sont, très avancées sur le sujet parce que, bah, aujourd'hui, elles ont pu aborder la RSE et avoir des démarches très structurées et la CSRD vient, leur, refaire finalement, la part de manière très, administrative, leur faire refaire leur processus quoi, pour qu'ils puissent répondre, en suivant cette plateforme. Donc ça, c'est un sujet, hein. Il y Et avait aussi une question sur la publication, donc c'est bien le 1er janvier de l'année concernée, Oui, pas le oui, c'est pas premier le semestre. trimestre, c'est la date. Alors, je vois que Olga Samama, vous avez levé la main. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'avais une question peut-être très basique, mais est-ce qu'il existe un document qui donne une vision globale de tous les sujets liés au volet social de la CSRD et après chaque entreprise
décide d'actionner tel ou tel sujet, ou est-ce qu'il y a un cadre de minimum sur le volet social en disant vous devez agir sur ça, 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 ah, et du coup, c'est encore plus cadré. J'ai toujours pas compris. Alors, si vous rentrez dans les ESRS, en fait, vous Mhm. êtes obligé de rentrer dans les ESRS. Mais quand vous rentrez dans les ESRS, vous allez voir que vous avez plein d'activités et plein de possibilités qui sont listées. Et en Ok, fait, et donc c'est très guidé et vous n'êtes pas obligé de ok. répondre à tout. Et moi, je vous conseille d'aller voir le guide méthodologique de l'EFRAG. Il est un peu pénible à lire, mais pour le coup, il y a les détails, vraiment. Et donc, quand vous êtes dans le SRS 1 sur les salariés, enfin, il ne s'appelle pas comme ça, mais ça doit Mhm. être la partie interne de l'entreprise, vous allez Mhm. avoir dans des sujets sur les droits de l'homme, des sujets sur l'égalité salariale, des sujets sur la QVCT, des sujets, enfin, il y a toute une liste de sujets. Et c'est vous D'accord. qui choisissez lesquels vous considérez dans votre analyse de double matérialité comme étant actant ou impactant. Ok, super. Bah, voilà, c'est la question qu'il me fallait. La réponse qu'il me fallait. Eh bien, parfait. Merci Je vous en beaucoup. prie. On avait aussi donc une question, c'est pour se faire accompagner dans l'élaboration du rapport CSRD, vers qui faudrait-il se tourner? Alors là, pas nous. On ne fait pas ce travail-là. En tout cas, aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas fait. En revanche, il y a Marie-Odile qui lève la main, que vous pouvez, et qui d'ailleurs est dans notre diapo, que vous pouvez vous tourner vers Marie-Odile, qui est consultante spécialisée sur le sujet. Donc voilà, elle peut Merci. vous aider. Et sinon, il y a un certain nombre d'organismes qui sont plus ou moins aussi spécialisés. Moi, je travaille un peu avec Carbo, qui est quand même spécialisé vraiment sur le volet environnement, hein, il faut être clair. Et après, vous avez Greenly aussi qui, eux, font à la fois le social et l'environnemental. Et puis, en réalité, tous les gros cabinets de conseil aujourd'hui sont rentrés dans ça. Nous, ce qu'on vous conseille, et en tout cas notre approche, c'est de se tourner vers des gens qui travaillent vraiment sur l'impact RSE et qui vont utiliser le travail vraiment de la démarche RSE pour aller remplir le reporting et pas des cabinets qui vont juste vous remplir le reporting. Voilà, c'est. Je suis voilà, en phase avec ça, effectivement. Et puis, c'est tellement vaste, ça fait appel à plusieurs spécialités éventuellement en fonction de ce que vous voulez creuser, que je ne suis pas non plus toute seule, je fais partie voilà, d'un collectif. Donc, à plusieurs, on peut voilà, vous aider de manière assez pragmatique en partant de l'existant et avec l'idée, effectivement, de le prendre plutôt comme opportunité pour structurer la démarche RSE, comme ça a été très bien dit, dans un objectif d'amélioration continue. Oui. Ah oui, parce que sinon, le risque, je trouve, moi, personnellement, Mm, c'est qu'on utilise ce reporting, que ça devienne une obligation et que du coup, en fait, mm, on fait ça de manière juste mm, pour remplir, quoi. mm. Et je Ça suis pas serait sûre que ça dommage. lutte vraiment contre Mm. le social washing ou le Oui, greenwashing. exactement, oui. Voilà. Et Alors moi, Greenly, j'avais par exemple, propose un outil, en fait. Et on a répondu d'ailleurs à des besoins d'accompagnement CSRD avec Greenly en collaboration, parce qu'ils Ah bah sont plus voilà. sur le volet outils, avoir un outil pour collecter Exactement. les données. Donc, c'est complémentaire d'un accompagnement. Voilà. Mais moi, voilà, ce que c'était un peu le message qu'on voulait vous Mm, passer, c'est euh, mettez en place des démarches vraiment structurées et un accompagnement là-dessus. Et après, en réalité, vos financiers, ils savent déjà faire du reporting. Donc, si vous les mm, impliquez dans la démarche RSE, il y a des chances que vous arriviez à répondre. mm. Alors Et moi, si j'avais deux choses à préciser. Alors, du coup, on a dit que s'il faut vraiment remplir le rapport, enfin faire le reporting CSRD, Léna et moi, c'est vrai qu'on n'est pas les bonnes personnes parce que voilà, sur la partie conseil, on ne va pas forcément rentrer au niveau de détail qui va vous intéresser. Par contre, dans l'accompagnement de la gouvernance, de la mise en place d'une démarche sur le volet social qui correspond au volet social de la CSRD, avec les normes ISO 53800 et une démarche de diversité et d'inclusion et de gouvernance, voilà, nous Là, sommes les bonnes personnes pour vous accompagner. Donc, je voulais repréciser ça. Et puis, alors, je vois qu'il est 13h32, que certaines personnes nous ont déjà quittés. Peut-être en parallèle, si vous pouviez répondre, j'ai basculé sur la dernière question du Book Lab. Est-ce que vous pouvez nous partager voilà, comment vous vous sentez à l'issue de cet atelier et vos envies d'action?
Il Et faut vous que tu le pouvez le mettes, faire en parallèle de répondre à nos questions, enfin de nous poser vos questions et voilà. faut que tu le mettes à l'écran, Florie. Vous voulez que je le mette à l'écran? Bah ouais. Allez. Donc sur WooClap, voilà 3 éléments, si vous le pouvez, un apprentissage, une émotion et une action à mettre en place. Donc vous pouvez poster 3 fois pour nous dire ce que vous apprenez, ce que vous retenez. L'envie d'approfondir, le calendrier, le lien avec les normes ISO. Et merci. Voilà, ce qui nous donne un atterrissage. Et puis, on peut rester encore un peu avec Léna pour répondre à des questions si vous en avez encore. Mais là, comme ça permet de clôturer l'atelier. Voilà. Envie d'approfondir, besoin d'approfondir. Le guide méthodo et frag, la curiosité, l'intérêt. Se plonger dans les ESRS, des précisions, des aspects sociaux, des indicateurs. Ok. De la clarté et de la frustration aussi. Alors, c'est la personne qui a noté ce mot-là peut nous partager sa question, peut-être, ou là où est-ce qu'elle aimerait qu'on aille plus loin, ou si c'est une frustration globale par rapport à la CSRD. Des précisions, des démarches à envisager. Ok. Bon, en tout cas, merci, merci pour toutes vos réponses. Et puis, voilà, on reste encore connecté quelques instants, mais en tout cas, merci pour votre présence ce midi, vos questions. Et Léna et moi sommes tout à fait disponibles pour poursuivre ces échanges par la suite. On vous a Et noté, merci à on vous a ESSEC noté Alumni. nos coordonnées de toute façon dans le PowerPoint que vous allez recevoir par la suite. Et Voilà. si vous voulez, il restait quelques questions, si vous voulez qu'on y Oui, réponde. vas-y, vas-y. Alors, il y avait peut-être donner des exemples de budgétisation sensible Au aux genre. gens. Par exemple, sur la mise en place de séances collectives. Il y a quelqu'un qui disait, par exemple, mise en place de séances collectives de gym prénatal. Donc, je ne sais pas si tu avais des exemples, ou Florie ou Léna, des exemples. Alors là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais je ne me mais il y en a. Je me souviens qu'on en a mis dans la norme, donc je répondrai si vous voulez. J'enverrai la réponse sur ce sujet-là, parce qu'on a quelques exemples de. C'est surtout aussi dans la manière de monter le budget. Et aujourd'hui, c'est beaucoup un sujet, notamment dans le secteur public, de monter les budgets des collectivités, en ayant une sensibilité au genre, plus qu'un thème précis. C'est la façon avec laquelle on monte les budgets. Mais je préciserai, je donnerai une réponse. D'accord? Super. Et une question sur la transparence. Transparence, OK, mais jusqu'à quel point? Les data points sont publics et dévoilent beaucoup de la stratégie. C'est une bonne vision de la concurrence, quid du secret des affaires? Alors là, c'est un vaste sujet, ça. Ça, c'est un vaste sujet parce que, effectivement, mais quid de la transparence, au niveau des chiffres, et au niveau de la démarche, je ne sais pas si je sais répondre à cette question, honnêtement. C'est vraiment une politique, entrepreneuriale et puis, comment dire? De business, de savoir, quelles sont les données, qu'on donne et qu'on donne pas. Après, là, on mesure de l'impact donc
Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. Je ne sais pas si Marie-Odile, vous avez des idées, mais Je crois qu'effectivement, c'est voilà, c'est assez vaste. Il faut le regarder plutôt au cas par cas avec l'entreprise. Oui, c'est plus voilà, c'est une question qui se pose pour tout, pas uniquement pour la CSRD. Sachant que la CSRD ne demande pas à publier des informations confidentielles. Si vous avez des infos, voilà, vous publiez ce qui. par contre, Enfin, si je oui. peux me permettre une réflexion, c'est aussi, enfin, aujourd'hui, quand on fait de la prospective justement sur les modèles d'affaires durables, Mm. l'un des sujets qui est majeur, hein, et qui revient toujours, c'est le sujet du partenariat qui devient de plus en plus, comment dire, important dans la manière d'imaginer les modèles d'affaires. Et qui dit partenariat avec justement des entités différentes, des entités qui ont aussi comment des enjeux ou en tout cas des intérêts peut-être qui ne sont pas initialement, comment dire, convergents, heu, peuvent s'associer pour, aller dans un sens qui soit positif pour la société ou pour l'environnement. Et c'est bien sous cette forme-là qu'on pense à partenariat et c'est bien sous cette forme-là aussi qu'on peut parler de transparence aujourd'hui. Donc voilà, après, ça dépend évidemment, de l'entreprise, ça dépend, du sujet, ça dépend de l'impact dont on parle, difficile de donner une réponse, globale. Merci beaucoup. Une autre question, quelles sont les différences entre CSRD et GRI? Ouais, donc j'ai fait un premier commentaire en disant qu'effectivement c'est un référentiel, le GRI, et qu'il y a effectivement des correspondances entre le référentiel du GRI et le référentiel des normes ESRS. Donc il y a un guide, si vous voulez, je pourrais retrouver la référence du guide qui donne très bien les correspondances entre les deux. Donc si vous avez déjà dans l'entreprise fait une démarche avec des indicateurs qui sont basés sur le GRI, vous pouvez les utiliser pour répondre à la CSRD. Merci beaucoup. Et une dernière question, donc ISO 53800 pardon, égalité homme-femme, quelles sont les obligations RSE sur ce sujet? Alors à la base, il n'y a pas d'obligation, puisque ce sont des normes volontaires. La RSE déjà est volontaire et alors, la 53 800 c'est aussi volontaire. Donc aucune obligation. Si on parle d'obligation, il y en a pas. C'est plutôt des méthodologies pour mettre en place des démarches. Après les obligations sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce sont les obligations légales de chaque pays. Et donc c'est pour ça que la norme en elle-même ne peut pas vraiment créer d'obligation. Elle vient parfois plus loin que le droit. Souvent d'ailleurs, elle propose des sujets qui vont plus loin que le droit, mais c'est bien le droit de chaque pays qui s'applique. Donc quand on est en France, eh ben, on a, des lois sur, l'égalité, qui sont tout à fait applicables dans le droit du travail et dans le droit, civil. Donc il n'y a pas d'obligation. Voilà. OK. Bah, merci beaucoup Léna et Florie. Merci, aux participants également. Du coup, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous aviez peut-être un petit mot pour la fin? Bah, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été là, c'est un sujet, qui est passionnant et sur lequel on pourrait, je pense, enfin, discuter pendant des heures et moi, en tout cas, je suis, convaincue qu'en mettant en place, des actions, partagées et collectives dans les entreprises sur ces thématiques-là, on peut vraiment, vraiment faire avancer les choses. Voilà. Merci Léna, je rejoins ta conclusion. Pour moi, c'est les actions volontaires prises en amont qui donnent du temps à la transformation, qui acceptent cette lenteur aussi du changement. C'est vraiment la clé, que ce soit alors sur la CSRD, puisque c'est un challenge aujourd'hui pour les entreprises, et pour toute démarche qui permettent de remettre plus d'humains, plus d'inclusion, plus de diversité, plus de prise en compte finalement de tout notre environnement au centre, des enjeux de l'entreprise. Tu es sur mute, Sonia. Oui, bien Ah sûr. pardon, merci beaucoup pour ces derniers mots et puis merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc on vous partagera, tous les éléments et puis pour ceux qui sont partis pourront quand même avoir,
réponse aux questions que vous avez pris le temps de répondre en dehors du timing. Du coup, vraiment un grand merci encore pour ça. Et puis, à très bientôt. Merci. Et merci Marie-Odile pour l'aide. Merci Marie-Odile. Merci beaucoup C'est pas très Soumia simple. et ESSEC Alumni pour votre invitation. Merci Voilà. pour l'opportunité. À très Au revoir. bientôt.